Ok, freestyle guérison. On est le 29 mai 2029, 2026. Il est 7h du mat, un peu plus, 8h moins de quart. Il fait déjà chaud, là on est en période de canicule. On n'est pas encore en été, mais c'est comme si on était au mois de juillet, quoi. On n'est pas encore en juin même, hein. On est fin mai. Bon, j'ai le cœur lourd, j'ai encore appris le décès d'un pote, une personne que je connais là, sur Prades. C'est une véritable hécatombe, donc dans le sens où je perds des amis là depuis des années, enfin des connaissances et tout, qui sont vraiment victimes d'un monde en déliquescence, quoi, on va dire. Donc à l'américaine un peu, quand on voit ces images dans les quartiers américains où il y a plein de SDF qui sont en train de crever du fentanyl et autres, alcool, drogue et tout, dans la rue comme ça, qui se laissent, on va dire, c'est un peu le contraire de l'anarchie, quoi. C'est l'anomie, ce qu'on appelle l'anomie. Bon, c'était le début de la sociologie. Il est né avec Durkheim en France et c'était sa principale la préoccupation de départ en sociologie, hein, d'essayer de comprendre le suicide, hein. Et essayer de comprendre l'anomie, justement, qu'est-ce qui se passait, surtout à l'époque, hein. C'était vraiment flagrant, l'exode rural. Elle devenait vraiment importante, et puis on voyait tout de suite ce phénomène qui se passait dans les villes, hein, où les mineurs et autres ouvriers en tout genre sombraient dans l'alcool du fait de leurs conditions sociales et de travail, et une vie dure et ingrate. Et puis après, ça s'est transformé au cours du XXe siècle en une espèce de une ambiance généralisée comme ça un petit peu, hein, où on n'arrive même plus trop à savoir d'où ça vient. Et puis même en ce moment, donc voilà, depuis plusieurs années, là il y a des chiffres inquiétants vraiment avec la hausse des maladies mentales, hein, des troubles mentaux. Le DSM-5, et puis bon voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont soumis à tous ces... Donc voilà, moi c'est... En fait, si je commence comme ça un peu avec une teneur un peu pessimiste, négative, c'est pour dire, peut-être pour reprendre cette citation de Darlin, non, plutôt pour montrer un peu la motivation, qu'est-ce qui me motive en fait quand je me mets à fond dans mes recherches. Peut-être que j'ai pas l'intelligence d'Einstein et de la plupart des génies en mathématiques ou en sciences. J'ai peut-être pas un QI super, je crois qu'il doit être aux alentours de 120-130. Mais il y a ce qui me motive, ça se situe vraiment dans le cœur, quoi, hein, vraiment, c'est une espèce de compassion pour la souffrance de l'humanité qui traverse une modernité qui ravage tout encore et encore sur son passage, et qui emporte les corps et les âmes et les esprits de façon souvent violente et barbare, et pas seulement les victimes de guerre. Donc il y a une barbarie dans la modernité, hein, c'est ce qui motivait aussi les travaux de Morin. Il en parle longuement dans ses recherches, et puis même son travail sociologique, il est pas seulement sur le problème de la modernité, mais il était engagé politiquement, il était résistant même, hein. Donc je pense que sa méthode complexe, elle avait un peu le même souci, justement, d'essayer de dépasser il voulait sortir du XXe siècle, hein, donc justement du siècle de l'Holocauste et des grandes guerres et de l'industrie qui ravage tout. Donc je suis en pleine côte là, je promène mes chiens. Donc ouais,
moi je suis d'autant plus en souffrance par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, qu'en plus je suis pas pris au sérieux, je suis décrédibilisé, et du coup ça me rend impuissant. On voit l'Ariège au fond. Et je crois que c'est ça qui nous tue tous un peu. C'est que on sait pas quoi faire. On peut rien faire contre ça. Voilà. La vie c'est comme ça. Puis on crève comme ça, comme des chiens. On sombre dans l'alcool, dans le désespoir. La vie qui nous tue, c'est la vie. Et c'est là où, bon, je dis non. C'est la vie, mais non. S'il y a un truc qu'on comprend pas vraiment, collectivement, au niveau même de toute la civilisation moderne, ça continue de monter. Je fais ça tous les matins. Ouais, voilà, moi je suis un gros fumeur. Enfin, un gros fumeur, je fume H24, je fume depuis 30 ans. 40 ans, je sais plus, 30 ans. Et 40 ans. Du coup, je fais un peu de cardio le matin, mais donc moi je le sais pertinemment. Moi le premier, en fumant mes clopes, c'est marqué dessus, ils mettent des photos hardcore. Vous avez crevé du poumon, du machin, les cancers, les substances toxiques, bah ça m'empêche pas de fumer. Donc mon pote qui est parti là il y a 2 jours, c'est pareil, hein, il savait très bien que son alcool il le tuait. Mais et ils sont tous comme ça, hein. Puis si c'est pas bon. Donc pour moi c'est une logique, donc il y a une logique systémique qui nous entraîne comme ça dans une spirale. Il y a une logique, bon ça peut s'expliquer, ça peut être aussi géopolitique un peu, hein. Voilà. Ce qui s'est passé en Chine il y a un siècle, la guerre de l'opium, bon bah la roue tourne, hein. Les États-Unis, je me demande aussi si c'est pas ça aussi, hein, inconsciemment, hein. Le génocide indien, amérindien, bah bon après je sais pas si c'est ça qui rend justice à la planète, parce que bon donc bon voilà, donc moi toute cette compassion, parce que ça va, bon si on fait un thème, une vidéo un peu là-dessus sur ça va plus loin, c'est si on parle d'un global village dans les années 80 avec internet, bon après la mondialisation s'est transformée en mondialisation, mais qui aura une conscience collective interconnectée via le réseau mondial, internet. Dans les années 70, il y avait une spiritualité, quelque chose autour de ça, de cet événement qui arrivait. Et le but c'était justement d'accéder à une conscience nouvelle. Le fait d'avoir tous le téléphone, internet, pouvoir communiquer avec n'importe qui quasi instantanément. Et ça se calme la côte. Donc cette conscience, est-ce qu'on y arrive? Ben non, justement. Y a la surveillance sur internet, du business à fond, la guerre de l'information, les hackers, les réseaux, le darknet, le blockchain, ça fait flipper tout le monde en fait. Maintenant il y a des drones, des robots et tout.
c'est allé tellement vite, de plus en plus vite, ça s'accélère en plus, ça s'accélère. Donc j'ai l'impression que si on compare l'humanité, voilà, qui décolle comme une fusée, on est obligé de dépenser beaucoup de carburant. Et le carburant, bah, c'est les humains. Et du coup, c'est comme si on était sacrifié un peu sur l'autel du progrès, de la croissance surtout plutôt, du progrès dans le sens progrès matériel, mais sans progrès humain justement, parce que comme s'il fallait sacrifier, comme ça a été le cas pendant des siècles, de guerres, de massacres, quand on parle de sacrifice. Et puis bon, donc c'est vrai, quand on prend du recul, on se dit bah elles étaient peut-être nécessaires toutes ces guerres pour qu'on arrive à fabriquer des machines à vapeur et puis finalement des ordinateurs portables. Bon, il y a une force comme ça dans la nature qui nous pousse à nous battre les uns contre les autres, déjà pour la survie, conserver son territoire, sa famille, se nourrir, aller chasser. Donc il y a déjà toute une violence inhérente à la nature même des choses, à la vie sur Terre sauvage, quoi. Donc là, je suis en pleine nature justement pour rester connecté avec cette réalité, cette lucidité qu'il faut garder en tête, quoi. Quand on est dans la culture, on oublie trop souvent nos racines, que l'humain, il a fallu qu'il chasse, qu'il lutte au quotidien pour la survie, et que, du coup cette condition-là, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête du fait d'un confort moderne. Et donc la théorie, ce serait de dire que effectivement ce confort moderne, il y aurait un revers de la médaille, et comme la nature, si on s'en préserve pas et on la connaît mal, elle nous tue en deux. Si on ne sait pas se protéger du froid, on ne sait pas se nourrir dans la nature, on crève rapidement, on trouve vite un prédateur, et puis si c'est pas un prédateur, ça peut être un virus ou quoi que ce soit. Donc elle est hostile, la nature, et que du coup on va dire la naïveté de l'homme moderne, ce serait de croire que le confort matériel nous libère de cette condition hardcore un peu dans la nature de survie, et que ce serait ça un peu l'erreur, et que du coup il y a une seconde, moi j'appelle ça une seconde nature, quoi. C'est une culture au carré, quoi, on va dire, et c'est tout l'aspect sauvage qu'il y a dans l'urbanité, qu'on retrouve dans l'urbanité. C'est une seconde nature qui est tout aussi hostile que la première. Donc la jungle ou la savane, ou voilà, elle est tout aussi hostile. Donc c'est la jungle, on parle de la jungle urbaine, la jungle. Mais du coup ça se transforme dans un monde de consommation où si tu sais pas, tu trouves pas les bons codes, tu trouves pas les bons remparts, les manières de résister à une espèce de force qui est plus... Ouais, c'est cette histoire de décoller, de sacrifier les humains pour élever l'humanité, là, faire toujours progresser dans le progrès matériel, comme si on nous compare à des esclaves, la notion d'esclave énergétique, j'y pensais l'autre jour, pour décrire l'énergie, la consommation de l'énergie. Bon, c'est utiliser le mot esclave, justement, inconsciemment, les scientifiques, s'ils ont utilisé cette expression, comme si justement l'esclavagisme, le travail, c'est les mêmes, même le monde du travail, on va dire c'est de l'esclavagisme légalisé, quoi. C'est-à-dire qu'on va exploiter l'énergie des individus pour le progrès collectif, le développement collectif, l'économie et tout ça. Donc
Du coup, c'est comme si on était balancé dans un moteur, une grosse machine, on va dire. La fusée, c'est la civilisation, quoi. Le moteur, c'est la modernité. Et puis, nous, on est le carburant. Pour que tout ça, ça avance, hein, en marche, tout, il faut envoyer dans le. Donc tout le monde y passe. Il y a des burn-out, les gens qui travaillent dans les bureaux, et puis dans la rue, voilà, c'est les mecs qui se finissent à l'alcool. Mais au final, le résultat est le même. C'est une société moderne qui ravage les cœurs, les consciences, les corps et tout. Donc moi, c'était un sujet de préoccupation. Tout ça, c'était même le sujet c'était la philosophie sociale. L'objet de la philosophie sociale, c'est ça un peu, hein. C'est vraiment le psychopathologie même sociale, hein. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe au niveau, pourquoi le monde est malade, quoi, hein, il nous paraît. Puis c'était les premières préoccupations de Durkheim. Donc ce suicide social un petit peu, ma théorie, c'est de dire, donc au final, si à force d'un travail philosophique, hein, s'il y a une grosse lacune, enfin, c'est pas forcément une grosse lacune, ça peut être quelque chose de très fin, justement très insignifiant, mais qui se situe pile vraiment à un endroit qui nous concerne tous, et qui mettrait tout en cohérence un peu, une logique d'ensemble, et que c'est cette logique d'ensemble on a perdu le fil, genre on l'avait avant par intuition, ou alors parce que c'était dans la nature. Aujourd'hui, c'est conscientisé, c'est plus un peu inconscient. Aujourd'hui, c'est mesuré. C'est donc ouais, donc ce serait ouais, même le problème de la conscience, hein, en science, hein, parce que en fait, si les gens se suicident, tout ça, c'est des processus inconscients. Ils le font pas vraiment, c'est pas une conscience volontaire, parce que bon voilà, il y a un truc, voilà, qui va contre la vie, hein, contre le. Donc c'est donc comprendre quelque chose. Donc là, quand j'ai posé l'équation, enfin l'hypothèse, l'état est à l'espace, que le temps est au capitalisme, c'est tout à fait ce problème-là que je pose, hein, tout le problème de l'économie, de la sociologie. Et de la psycho et tout ça, enfin surtout sociologie politique, et ce rapport à l'espace, donc qui nous oblige, hein. On est obligé, si on veut un appartement, une maison, donc c'est l'espace de base, hein. Si on veut il faut payer un loyer, il faut aller travailler, ça commence là. Puis après, une fois qu'on a ce petit espace, même si on l'a pas, il nous faut une carte d'identité, il nous faut donc on est surveillé, taxé, hein. La moindre chose qu'on fait à un endroit où on va, il faut que l'État il apparaisse sous une forme ou sous une autre. Donc même dans les tribus indiennes, hein, pré-américaines, il y avait des États, il y avait des formes d'État. L'État, c'est pas forcément une machine bureaucratique, ça peut être aussi simplement des règles et des codes entre tribus, donc voilà, ce rapport à l'espace, quelque chose de très primitif, et puis le capitalisme encore plus même. Alors le capitalisme, ce serait affilié au temps, et là c'est bon, dans le temps, c'est toute la spéculation, hein, la finance, elle se fait, la valeur marchande, elle se fait avec le temps, hein, voilà. Même la météo, on va dire le temps, la météo, hein, s'il pleut pas, les patates elles poussent pas, on peut pas les vendre sur les marchés. Et puis voilà, en fonction de l'époque, il y a des moments où elles sont plus chères, quand c'est dans la saison elles sont moins chères, et puis quand c'est hors saison c'est plus cher, parce que c'est plus rare, hein, la rareté, l'offre et la demande, tout ça. Donc l'offre est à l'espace, ce que le temps est à la demande. Voilà, ça s'applique donc à l'économie, et puis donc si ça serait un paradigme, une espèce de chose inconsciente qui nous a poussé à des rites religieux barbares, un peu des sacrifices humains, des guerres en veux-tu en voilà, et puis aujourd'hui voilà une modernité qui respecte ni la nature ni la culture. C'est pas inconscient, c'est inconscience parce qu'on ne comprend pas le rapport nature-culture. La nature est autant ce que l'espace et la culture. Comme on ne comprend pas le rapport État-capitalisme. Et puis le troisième, donc l'esprit, le corps. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental.
dans la pensée, par rapport à la pensée, hein, le rapport esprit, matière, nature, culture. Et puis dans le collectif, État capitaliste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus commun à tous. Donc, du coup, tant qu'on ne prend pas conscience, ça c'est tous les cognitivistes qui vous le diront, d'un phénomène, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas travailler dessus vraiment, véritablement. Et donc c'est le chaos qui réside, c'est un peu l'incertitude, on ne sait pas, c'est l'intuition. Et c'est de la pseudo-science un petit peu, on est dans le flou artistique. Et du coup, ben, c'est là où il y a des ratés, il y a du dégât, ça se passe mal. Euh, donc si on sent conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ce serait un problème de connaissance. Et à partir du moment où on a vraiment conscience, donc par exemple, si vous apprenez à faire du vélo, un exemple très simple, si au début vous êtes là, bon, il faut que les muscles et les nerfs, les réseaux neuraux apprennent à tenir l'équilibre. Hein. Quand on est un gamin comme ça, on apprend à tenir l'équilibre sur un vélo. Et puis une fois que c'est intégré, après, c'est bon, on roule. Après, c'est la mémoire, on appelle ça la mémoire procédurale, je crois. Voilà. Et donc, on serait dans cette période-là un petit peu comme un gamin qui apprend à tenir sur un vélo, c'est-à-dire qu'on apprend un petit peu à... Ah, il y a Internet qui est arrivé, quelque chose, une conscience, il y a eu les droits de l'homme il y a 3 siècles, une conscience mondiale, une espèce de... Ouais, une conscience vraiment globale et collective. Et tant qu'on n'arrive pas vraiment à la tenir en main, l'humanité, c'est cette conscience-là qui nous gouverne. Et elle, ce qu'elle veut, c'est exister comme tout le monde, hein, Conatus de Spinoza, hein, persévérer dans son être. Donc ce qu'elle demande, c'est d'apparaître, c'est d'exister, et sortir d'elle-même, existar. Et, donc il y a le temps qui pousse, hein, il n'existe pas, c'est la cause de l'existence. Et à partir du moment où elle est pas encore là tout à fait, bon bah ça se fait dans un accouchement dans la douleur, on va dire. Donc je pense que c'est possible d'accéder à un monde où on s'émancipe de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la nature par l'homme. Je veux dire l'exploitation sauvage, inconsciente, sans respect, ou alors avec du conflit, des guerres et des sacrifices en veux-tu, en voilà. Et qu'on peut arriver à un monde sans suicide, sans qu'il y ait, parce que bon, on voit même chez les animaux, hein, ils suicident les baleines qui viennent s'échouer sur les plages, des animaux en captivité, hein, dans un cirque, hein, on fait des essais sur les souris, tout ça, bon, voilà, c'est quelque chose d'animal, c'est quelque chose dans la nature. Donc les animaux, eux, ils sont soumis à ça, c'est sûr, mais nous, on a la conscience, justement, les humains, de à chaque fois dépasser la nature et d'aller toujours plus loin, on a vu, hein, toujours plus loin, toujours plus haut. Les humains, c'est un truc quand même, par rapport au reste de la nature, il y a un truc qui... Donc voilà, donc ce serait ça notre responsabilité, et ça commence par nous-mêmes, c'est-à-dire que souvent les écolos, bon oui, la nature, ou alors les véganes, ah, les pauvres petits animaux, même, ouais, vous les humains, vous êtes méchants, vous êtes barbares, ouais d'accord, mais on fait partie de la nature, les humains, et c'est peut-être justement une autoconscience, une éco-organisation. Il faut se voir nous-mêmes pour comprendre l'éco, le rapport, c'est un concept de Morin, auto-éco-organisation. Donc ça se fait automatiquement, c'est autoréférentiel. Éco, c'est le rapport à l'environnement, la maison, et que cette prise de conscience, notre rapport entre l'intérieur, l'extérieur, l'environnement et nous-mêmes, notre condition propre, il doit émerger quelque chose de cohérent et d'harmonieux en phase avec la nature. Or, ça se passe, little is beautiful, ça se passe à petite échelle, une petite tribu, un petit tribu sauvage qui vit dans la nature, elle fera pas de mal, tout se fera un peu dans le respect, mais à partir du moment où on construit des mégapoles avec des usines et des avions, là, forcément ça se complique. Donc c'est là où la conscience, elle doit franchir des étapes, et du coup notre rapport à la technologie il change de manière à retrouver cet équilibre. Alors je dis retrouver, c'est pas forcément par nostalgie, mais c'est pour remettre dans le contexte
spatio-temporel. Donc il y a eu un équilibre préhistorique qui a duré pendant des milliers et des millions d'années. Enfin, un équilibre ce que j'entends pas, parce qu'on dit c'est quoi cette expression équilibre préhistorique? C'est-à-dire quelque chose où l'avenir de l'humanité n'est pas menacé, ni l'avenir de la planète, quoi. Alors que là, bon, c'est quand même assez flagrant, les bombes atomiques, les trucs. Là, il y a vraiment une menace qui plane. Donc, il n'y a pas de raison. Les humains, ils sont suffisamment intelligents à chaque fois pour affronter l'épreuve. Le défi, hein, de Pascal et d'Edgar Morin du XXIe siècle, hein. Il faut arriver à sortir du XXe siècle. Et voilà. Donc, pour finir, moi, voilà, ma théorie, c'est ça, c'est de dire on peut être 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards d'humains, hein. À partir du moment où on peut voyager dans l'espace, l'humanité, elle peut perdurer ad vitam aeternam. Mais pas comme ça, pas dans un rapport aussi primitif encore, enfin, et puis inconscient avec la nature et avec les humains entre eux, hein. Et tant qu'on est dans des rapports comme ça, où il y a des guerres, des génocides, de la famine, des suicides collectifs comme ça, où même la société, la consommation qui nous tue, tant qu'on est dans une civilisation de cette forme-là, voyager dans l'espace, ça reste une hérésie. Et donc attention, voilà, qu'ils nous manipulent pas encore. Là, j'ai vu des trucs sur les extraterrestres. Faut faire très attention avec ça. Moi, les extraterrestres, je les attends, moi, avec mon paradigme sur l'espace-temps. Alors, bon, vous en pensez quoi, vous, de l'espace-temps? Et pour l'instant, moi, de ce côté-là, j'ai encore rien trouvé de... Un peu les humides, je suis allé voir un petit peu, mais il n'y a pas de... C'est des trucs de Jean-Pierre Petit, bon. Donc, il faut un paradigme, voilà, pour finir. Alors, peut-être... Les droits de l'homme, refonder les droits de l'homme, ce serait des droits à l'espace et au temps, un droit à l'espace et au temps. Donc là, ça dépasse même la mondialisation, ça dépasse l'homme, les droits de l'homme, même de la femme. Alors l'homme et la femme et l'enfant, ouais, et les animaux, ok, ouais, mais et les machines aussi, parce que comment on les traite les machines? Comment on traite les animaux, comment on traite les machines, comment on traite la nature en général, quoi. Même une mine et tout. Bon, donc ça arrive à... Notre problème, il serait anthropocentrique, en fait. Comme il y a eu à Galilée à une époque où, bon, on a cru que la Terre était le centre de l'univers et tout ça. Bon, c'est toujours ça. C'est souvent un problème anthropocentrique, comme par rapport à l'individu qui n'arrive pas à sortir de son petit nombrilisme, là. Et on voit trop à travers le prisme de humain trop humain, et qu'il faudrait penser à un droit à l'espace et au temps, c'est-à-dire carrément un droit aux arbres, okay, un droit aux machines. Donc d'où on vient, le passé, hein, la nature, les arbres, on va dire. Et puis où on va, hein. Donc un droit spécifique pour les cyborgs, les machins, voilà. Alors après, est-ce que c'est de dire, bah même les petits poussins, les poules, ils ont droit à leur petit espace et temps, donc on arrête les McChicken et les trucs comme ça? Non, mais, mais au moins on peut revoir à partir d'un paradigme comme ça, plus large et plus performant, parce qu'il est question de réparer la santé, tout machin, refonder les maths et tout, un truc vraiment plus qui unifie les sciences entre elles. Bon bah là on peut revoir justement là où on arrive à résoudre aucun problème, hein. Il faut voir ce qui se passe en ce moment, les écolos, les conflits qu'il y a entre l'État, les écolos, bon, et puis après bon les conflits géopolitiques, hein, bon, c'est toujours des rapports à l'espace et au temps, hein. Bon, donc si on n'a pas le paradigme de la conscience du truc, du lien commun, du lieu commun, mais vraiment de façon performative, jusque dans les sciences, voilà, jusque dans les maths et tout. Bon bah on peut pas construire un droit vraiment qui soit efficient et qui soit donc bon, il y a une crise de toute façon à tous les niveaux, dans la justice aussi, dans le droit, dans les maths, dans les sciences en général. Il y a une crise, c'est-à-dire qu'on a beau appliquer nos sciences, bah on voit que c'est une boucle qui se répète, puis il n'y a rien qui s'améliore, on va dire. Ça évolue, ça change, il y a du mouvement, d'accord, mais il n'y a pas ah bah il n'y a plus de suicide, tiens, le taux de suicide a disparu, ah bah tiens, plein emploi, non, bah ça on en est loin. Voilà, c'est même l'inverse
qui se passe. Donc je me dis, si c'est l'inverse, c'est que c'est un déni, c'est une fuite en avant. On n'y croit pas assez, on veut pas croire qu'on peut y arriver à tout ça, à dépasser tout ça. Et que pour l'instant, c'est un peu la supercherie. On nous fait croire un progrès humain, mais en fait, ça. Bon, peut-être les mœurs, voilà, ils évoluent toujours un petit peu. C'est-à-dire que la société des mœurs, hein, j'ai son nom qui m'échappe, mais voilà, un sociologue allemand, il disait quand même que les mœurs évoluent toujours au fur et à mesure du temps, mais bon, moi je parle vraiment d'une conscience humaine où vraiment bon, on franchit un saut qualitatif, paf, et où vraiment bon, voilà, si là j'ai réussi peut-être pour exprimer le truc, là, réparer ma santé, 52 ans, retrouver des cheveux tout neufs, des dents toutes neuves, c'est un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Aussi, ça c'est au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit, qu'il se passe quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire des sociétés où il n'y a plus de suicides, où il n'y a plus comme ça des centrales électriques qui sont hyper dangereuses, hyper toxiques, le traitement des déchets en carnage. Et bon, voilà, je m'arrête là, hein, voilà, parce que si on part sur le sujet des déchets, là j'explose et puis je sors mon Opinel. Non, même pas. Je sors de mes. Ouais, bah de toute façon, là, c'est là où on sort de son humanité, hein, on n'est plus humain, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on jette des tonnes et des tonnes de nourriture d'un côté, pendant que des populations entières, des millions de personnes meurent de faim tous les ans, à chaque seconde, c'est toutes les 20 minutes, toutes les 22 secondes, il y a quelqu'un qui meurt de faim sur Terre. Donc voilà, on n'est pas assez civilisé, il faut franchir un seuil de civilisation. C'est ça l'histoire. Et pour qu'il y ait ce franchissement, bon là, genre là, dernier seuil, c'est bon, bah là on a inventé les moteurs à explosion, effectivement là il y a eu boum, vraiment un grand changement de civilisation. Bah, je parle de quelque chose du même ordre. On a découvert la lumière, voilà, boum, il y a eu toute la société thermo-industrielle hein, qui est apparue, on est encore dedans. Les énergies fossiles et tout, et que là si on comprend l'espace-temps, là c'est quelque chose encore plus fondamental que l'électromagnétisme, c'est vraiment son support même. Donc là hop on franchit à nouveau un nouveau seuil, hein. Donc je parle du même ordre que l'électricité, donc je pense que c'est l'internet quantique et le voyage dans l'espace, quoi, voilà. Donc internet quantique c'est un internet sans bug, sans rien, nickel, instantané et tout, qui comprend l'information vraiment super bien. Puis voyage dans l'espace, après c'est la conquête des étoiles, donc on repart vers l'infini. Enfin plutôt la conquête des étoiles, on va dire on va élargir le champ de la liberté. Voilà, on termine là-dessus, hein, le cœur lourd, hein, parce que j'en ai marre de voir partir mes potes, hein. Tous là, les uns après les autres, là, j'ai l'impression d'être en Ukraine, là, sur le front. Donc je lâche rien.